qui m'emmène aujourd'hui, c'est quand même la diaspora. Alors, j'avais dit au départ que j'avais quelques revendications. Alors, j'ai parlé de visa permanent en attendant la double nationalité, parce que le moratoire, en fait, devrait s'appliquer aussi à nous. Vous l'avez déjà dit. Bon, le deuxième, c'est plutôt ce que j'appelle des exonérations douanières ou fiscales. Mais l'ANAPI le fait déjà, non? L'ANAPI le fait déjà pour la diaspora ou pour l'ensemble? Pour l'ensemble. Mais je crois qu'il faudrait quand même parce que l'ensemble, ce sont des gros investisseurs. L'ANAPI s'occupe des gros investisseurs. Le FPI s'occupe aussi des gros crédit, oui. Voilà. Alors, il faudrait que ces structures qui existent déjà adaptent leurs règles pour incorporer les gens de la diaspora qui veulent venir investir et créer de l'emploi. Parce que il y a une centaine de milliers de personnes qui veulent revenir. Et si chacun crée 10 emplois, on a 1 million d'emplois déjà de créer. Donc ça, c'est un point, je crois qu'il faut qu'on martèle à chaque fois nos exonérations. Le transport public dépend de visa nous. Permanent, exonération douanière. On nous accorde il faut nous toucher à la poche. On vient ici, moi je ne veux pas venir ici faire venir mes enfants, m'installer, trouver un travail aux affaires étrangères, avoir $100 et sur base de quoi exonération? Je vois exonération pour les gens qui veulent venir investir et créer de l'emploi. Les gens de la diaspora devraient, les étudiants boursiers ont des exonérations. Comme au Maroc. Voilà, exactement au Maroc, exactement. Parce qu'on nous demande de revenir. Attends, on nous demande de revenir. Mais si je reviens, je peux pas devenir demandeur d'emploi. Je suis obligé à ce stade de devenir créateur d'emploi. Et donc, il faut des mesures d'accompagnement. Ça veut dire que si vous voulez que je devienne demandeur d'emploi, je viens. Je m'inscris ici aux affaires étrangères, on me paie $100 par mois, je vais faire venir mes enfants, les inscrire à l'Institut Masoko Passi de Selembao. Ah non, non merci. Donc on veut quand même garder un certain standing de vie. Moi j'aimerais enlever le débat du Congo et l'amener justement là où la diaspora réside. Oui. En réalité, on veut que les gens reviennent. Mais qui doit revenir? Parce que je crois qu'à mon humble avis, les gens qui doivent revenir avec une certaine expertise, avec une certaine expérience. Mais on le sait. Mais est-ce que la diaspora revient avec l'expertise? C'est là où je veux... Ça pose un problème. Exactement. Aussi de crédibilité. Beaucoup de gens bluffent, il faut qu'on se le dise. Exactement. Et en Europe, il était serveur au McDo. C'est pas parce que quelqu'un... Il revient au pays, il veut un petit magasin du coin, et il revient ici avec son costard disant que je suis investisseur. Non. Ah non, il a créé de l'emploi. Il ne faut pas minimiser ça. Il faut pas minimiser. Non. Tout le transport public, le transport public ici est assuré par ces gens-là justement de Gili, de Massina, qui sont allés faire des petits boulots. Sans eux, si on compte le nombre de bus qui appartiennent à l'État et le nombre de bus qui appartiennent à ces jeunes de Gili et de Massina, on trouve que c'est eux qui assurent le transport public au pays. Donc il ne faut pas minimiser les gens parce qu'on a étudié, etc. Non, ça c'est un faux débat. On laisse parler. Ce n'était pas mon discours, ce n'était pas mon intention. Je parlais de l'expertise. La personne qui amène son autobus, ce n'est pas de l'expertise. C'est une contribution qu'il apporte à son pays. Je parle des gens qui ont une certaine matière, qui ont une certaine connaissance, qui doivent rentrer. Et maintenant, le Congo, le gouvernement congolais, je dirais... doit réserver de la place. De la place et créer une synergie à partir de ces pays. Mais il y a la maison du Congo. Non. Le Congolais de l'étranger. J'ai pas fini. Cette maison ne communique pas assez. Parce que nous savons que chaque pays, lorsque ces ressortissants viennent dans ce pays d'accueil-là, ils ont des structures d'accueil. Nous autres, lorsque nous sommes allés donc vivre à l'étranger, on a fait ce qu'on a fait le self-made man. On s'est fait nous-mêmes en frappant à gauche et à droite. Mais nos gouvernements, nos ambassades, s'il faut le dire, comme il disait tout à l'heure, la diplomatie d'aujourd'hui n'est plus comme celle il y a eu l'académie diplomatique il n'y a pas longtemps. Maintenant, aujourd'hui, en question avec la relance je crois que si le Congo veut bénéficier réellement de la connaissance que ses fils et ses filles rapportent de l'extérieur, le gouvernement congolais doit créer des structures. Mais il y a eu le vice-ministère des Congolais de l'étranger, il y a la maison du Congo, apparemment ça vous suffit pas. Je vais intervenir, je pense que vous n'êtes peut-être pas très bien informé, je ne vous critique pas, parce que vous avez dit que le gouvernement doit... Vous avez tout à fait raison. C'est quoi le vrai problème? Je suis de la diaspora, vous l'êtes aussi. Nous avons nos réalités à nous. Le président, il a pensé, c'est le premier président ici au Congo, il a pensé à nous les diasporas. Le président connaît bien la force du diaspora. Il y a eu un ministère dirigé par Kole Tshomba qui a résisté pendant 3 ans, si je peux utiliser le terme. Quelle a été la contribution de la diaspora? Non, je ne parle pas encore des apports. Le problème, c'est quoi?
Nous, les gens de la diaspora, nous avons nos réalités à nous. Nous voulons que nous soyons dirigés par quelqu'un de la diaspora qui connaît nos réalités, nos vrais problèmes. Nous voulons avoir un interlocuteur au sein du gouvernement. C'est ça notre problème de la diaspora. Nous voulons que si nous revenons ici dans notre pays, qu'on puisse être bien accueillis, qu'on trouve des structures, qu'on soit préparés, par exemple. Aujourd'hui, on nous demande les apports des diasporas. Oui. Individuellement, oui, on peut dire parce qu'il lui a amené 2 taxibis. Ça, c'est rien. Mais l'apport réel de la diaspora. Mais pourquoi il n'y a jamais de banque de la diaspora? Pourquoi vous ne vous organisez pas pour avoir une banque? Non, le problème qui est là, le problème qui est là, nous demandons au gouvernement, et d'ailleurs, je vous ai dit au départ que je suis venu parler avec les officiels pour ces problèmes. Nous voulons, nous les diasporas, que quelqu'un qui sort au sein de la diaspora, qui connaît des réalités, la diaspora est prête à revenir. Aujourd'hui, la diaspora s'identifie comme l'opposition. Voilà, tu vois la connotation. Mais pourquoi alors, justement, vous qui venez de l'Irlande, alors il semblerait que vous avez la spécialité, vous, il me reste les 3 minutes à épouser, mais il faut qu'on aille vite. Vous êtes catalogué opposant les gens de Londres, Irlande et compagnie. Lorsqu'on parle du Congo, vous êtes combattant, vous voulez casser tout. Qu'est-ce qui se passe? Vous agressez tout le monde là-bas quand vous avez... Non, bon, en Irlande, je ne crois pas qu'il y a eu d'agression. Hein. C'est plutôt de l'autre côté, à Londres. Bon, mais globalement, je crois que en Grande-Bretagne, vous êtes plus dans l'adversité que dans la construction. Bon, voilà, déjà, les gens qui sont là-bas ont des familles ici, sur place, et ces familles dépendent d'eux. Et donc, ils sont en train comme beaucoup de pays, hein. Oui, voilà, bien sûr, mais ils donnent, et à un moment donné, ils en ont marre. Comment ça se fait que ça ne marche pas? Parce que ces gens-là, ils n'ont pas faim, Ils ont mangé, ils sont à l'aise, ils regardent la télé, ils commencent à réfléchir, ils ont le temps de réfléchir. C'est une force politique incroyable. Alors maintenant, c'est à nous de savoir les utiliser, parce que c'est à double tranchant. La main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Donc, si eux donnent des consignes de vote, il faut qu'on termine, parce que place au journal, oui. Oui, moi c'est que je déplore dans tout ce qui est lutte politique, tout ça, les gens font des luttes, des positionnements. Oui. C'est parce que quelqu'un en avait marre de sa vie, et on sait que ce qui marche au Congo, c'est la politique. Les gens vont se positionner, et on sait que ces gens, à un certain moment, je connais des gens qui ont été opposants du régime actuel, du pouvoir actuel, qui aujourd'hui qui se retrouvaient, il a changé de discours. Donc ce discours-là ne tient pas, ça ne tient pas la route. Nous, ce que nous voulons, les gens qui vivent à l'extérieur, il faut qu'il y ait des structures d'accueil pour permettre aux jeunes qui viendront prochainement de ne pas trimer, de ne pas faire des petits boulots, d'aller à l'université. Il faudrait que le gouvernement congolais se relance de la diplomatie, signer des accords pour des bourses d'études, parce que nous avons besoin de cette intelligence. Merci beaucoup. On va marquer la pause pour laisser la place au journal, et juste après on se retrouve avec la deuxième équipe qui est déjà prête justement. Le débat aujourd'hui, c'est l'apport de la diaspora dans cette dynamique de reconstruction nationale. On évoque également l'actualité. On se retrouve juste après le journal. Parce que vous nous avez aimés. Parce que vous nous avez soutenus. Et parce que vous nous avez réclamés. Nous sommes là pour vous. Télé 50 vous souhaite joyeux Noël et bonne année 2011. Retour sur ce plateau spécial Diaspora consacré aujourd'hui à l'apport de la communauté congolaise de l'étranger à ces dynamiques de reconstruction nationale. La première partie de l'émission était consacrée au sujet d'actualité, mais aussi quelques points que nous avons évoqués, notamment la double nationalité pour certains et surtout beaucoup d'exonérations pour ceux qui viennent ici pour faire des affaires. Maintenant, c'est la deuxième partie avec un deuxième groupe qui va se présenter. Bienvenue, prenez le micro. Alors, on va commencer par vous.
Bienvenue, bonne année. Merci beaucoup, Jean-Marie. Je voulais réciproque aussi. Merci bien. Merci. Alors, 2011 se présente bien. Vous venez de quel pays, comment vous appelez? Moi, je viens de l'Afrique du Sud, en particulier de la ville de Pretoria, ville siège des institutions. Pretoria. Voilà. Mais c'est très moderne, Pretoria. Oui, c'est moderne, raison pour laquelle nous sommes en train de se battre pour connaître un retour à l'authenticité et l'appeler Tchouané, la ville de Tchouané. Ah, ça, c'est la proposition des Sud-Africains noirs. C'est déjà passé. C'est déjà passé. Alors, qu'est-ce qui vous a amené en Afrique du Sud, vous? Je suis allé pour raison d'études. Alors, vous avez fait quelles études là-bas? J'ai fait l'hôtellerie et j'ai fini. Je le fais parce que c'était marketable et moins coûteux. D'accord. Alors, vous êtes maintenant revenu au pays pour de bon, vous installez, vous êtes venu mais en vacances seulement? J'ai remarqué vraiment une absence totale de mon expertise au pays. Raison pour laquelle je me suis décidé de revenir pour m'installer. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant que vous êtes au pays? Je suis politicien de formation. Je viens de l'école de l'ANC, le parti Cher Mandela. Je suis un activiste politique du terrain, n'ayant pas seulement des ambitions, mais pratiquant aussi la politique. Alors justement, vous avez fait des études dans l'hôtellerie, vous faites de la politique. Alors le retour au pays est plus pour faire la politique ou pour exercer dans votre domaine que vous avez appris là-bas à l'hôtellerie? Je suis plus là pour la politique. Oui. Je suis plus là pour la politique. Quel parti politique? Parce qu'on avait quelqu'un de peu perdé dans la première partie tout à l'heure. Il ne faut pas oublier Jean-Marie, que l'indépendance est aussi tolérable. Je vous en prie. Sur cette, vous êtes du UDPS, du MLC J'ai milité avec l'IDPS à Pretoria. Je fus le président de la jeunesse de l'IDPS lors des assises du dialogue intercongolais. À l'époque, pendant la transition. Pendant la transition, avant, a priori, de la formule 1+4. Alors, et maintenant voilà. Et maintenant, je ne fais partie d'aucun parti politique jusque-là. Ça existe, alors faites de la politique sans être dans un parti. Oui, oui, c'est faisable. C'est faisable. Alors, on va commencer à parler tout à l'heure parce qu'on va aborder d'autres sujets concernant la reconstruction. Vous êtes dans la politique. On parlera du mode de scrutin, c'est très important. Et si vous passez le micro à votre voisin d'à côté, bonjour, bienvenue, bonne année. Bonjour monsieur, bonne année et merveilleux. Merci bien. Je m'appelle Mvemba Diloussala Jules. Moi, je suis de la Belgique. Belgique? Oui, Belgique. J'habite la ville de Tubize. Avant d'aller en Belgique, j'ai d'abord fait mes études. Combien d'années en Belgique, monsieur? 2 étapes, je vais le dire. Et quand j'ai terminé mes études à l'Institut des bâtiments, je suis allé en Roumanie pour faire ma spécialisation comme ingénieur spécialisé en construction de routes. Bon, et après, je suis parti en Belgique. Parce que dans le temps, comme on disait que voilà, quand on vient de l'Est, c'est-à-dire parce que... Oui, on a dit que les gens de l'Est ne sont pas très bien formés, ils ne sont pas aux normes occidentales. Voilà, exactement. À l'époque de Ceausescu. Oui, à l'époque de Ceausescu. Oui. Après, je suis allé en Belgique. En Belgique, je n'ai fait que les sciences humaines. Je me suis dit, je vais me mettre à cheval entre les sciences appliquées et les sciences humaines. Oui. Pourquoi? Parce que dans le temps, pour être nommé à une fonction supérieure, le plus souvent, c'était des gens des sciences humaines. Oui, à l'époque, le droit, l'économie. Alors, à Louvain-la-Neuve, j'ai fait une licence en sciences du travail, un diplôme de 3e cycle post-universitaire à l'Institut d'études des pays en développement, pour tout ce qui concerne le développement. Alors, combien d'années vous avez fait en Belgique alors? Oui, premier état, et puis je suis revenu au Congo. Oui. Pour chercher du travail? Non, j'ai travaillé parce que j'étais déjà fonctionnaire à la régie des voies aériennes. RVA? RVA. J'ai sillonné tout le Congo, je connais tout le Congo et je parle un peu Chiluba quelques mots, un peu de Swahili parce que j'étais dans tous les aéroports du Congo. J'y ai travaillé. Et après, je suis reparti en Belgique. Et qu'est-ce qui vous a fait repartir en Belgique pour la deuxième fois? En fait, je devais aller rechercher ma famille. Qui était restée en Belgique? Qui était restée en Belgique. Mais, comme de malheur, mon ticket avait disparu. Ah! Et alors? Les tickets disparu ici ou en Belgique? Ici. Oui. Oui, c'est toute une histoire. Oui, alors, je suis rentré en Belgique, ma famille était là et je suis revenu, enfin, je suis resté, mes enfants ont grandi et j'ai travaillé en Belgique. Donc, vos enfants et madame sont en Belgique? Sont en Belgique. Ils ont fait, les enfants ont fait des études là-bas? Oui. Et vous avez décidé de rester en Belgique au lieu de revenir au Congo? Oui, attends, je suis resté parce qu'il fallait rester avec la famille. Oui. J'ai travaillé en Belgique et... Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes de retour au pays ou vous êtes de passage? De retour, normalement de retour. Mais je suis venu pour autre chose, hein, parce que j'avais prévu mon retour pour le mois de janvier. Mais nous sommes en janvier déjà. Précipitamment parce qu'il y a eu
le cas de décès de mon frère. D'accord. Puis ma mère est décédée, tout ça. Bon, ça, c'est des problèmes de famille, comme ça peut arriver. Alors, vous avez vécu longtemps, notamment en Belgique. Quelle est votre perception du Congo d'aujourd'hui, quand vous êtes revenu, là, en ce moment? Bon. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Oui. Pour le Congo, d'abord, quand j'ai appris avec le président de la République qu'il fallait reconstruire le Congo avec les 5 chantiers, et que moi, je suis de la construction de routes. Ingénieur de route. Oui, je suis ici. Bingo. Je rentre bien pour moi, je rentre chez moi et je vais participer aux travaux de reconstruction du pays.